Pardon? Bah, toujours au même endroit. Sur YouTube avec la chaîne vidéo. Et de toute manière. Pardon, je n'ai pas entendu. Non, je crois pas. C'est pas tout à fait impossible, mais je vais retourner au moment où c'était moi qui étais devant la caméra. Alors, il n'est pas forcément totalement impossible que dans les 5 petites premières secondes, on voit un petit bout de votre tête, j'en sais rien. Et si vous voulez, on regardera. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, bon, donc, de toute manière, quoi qu'il se passe, lundi, mardi et puis vendredi, les cours seront filmés comme ils le sont actuellement. Donc, je vous enverrai un film. Ce qu'il y a, c'est que les cours seront filmés. Vous aurez, en tout cas, j'espère bien que ça va marcher, vous aurez accès en direct, mais vous aurez aussi le film. Pourquoi ça? Tout simplement parce que si vous n'êtes pas là, je ne vous vois pas. Donc, je ne sais pas à quelle vitesse je dois vous dicter les choses. Alors, vous l'avez bien vu, quand je suis en train de vous dicter quelque chose, je regarde vous en êtes, j'essaie de faire attention à ce que tout le monde arrive à suivre à peu près. Là, si j'ai personne en face de moi, c'est clair que ça ne va pas marcher. Donc, ce qui veut dire que la semaine prochaine, tout ce qui sera de l'ordre du... comment dirais-je, tout ce qui sera de l'ordre de définition, propriété, bref, tout ce que je vais vous dicter, je le dirai une fois dans le film, mais je ne le répéterai pas. Donc il faudra arrêter le film et puis copier comme ceci. Ce qui fait que le cours du TP, enfin le TP du vendredi, je vais certainement le réduire. Parce que bien évidemment, on ne fera pas TP. Le TP que vous avez annoncé en début de semaine, donc le TP sur ce que j'appelle la bouteille magique, il est bien sûr repoussé d'une semaine. Ce qui fait que vendredi prochain, enfin, le prochain vendredi, dans 15 jours, vous pensez bien à amener vos blouses, parce que là, vous allez en avoir besoin. Il va y avoir au moins un produit qui sera très très colorant. De pinède. Donc un produit, vous allez sur les vêtements, c'est moins grave que la manganèse de potassium, mais enfin, c'est pas très très bon quand même. Voilà. Je vous ai déjà envoyé tous les paramètres de connexion. Le contrôle dont je vous avais parlé est de fait repoussé. Donc on ne fera pas le contrôle dans 15 jours, comme je vous l'avais dit, mais dans 3 semaines. Et à ce moment-là, on fera un contrôle en classe entière qui portera sur les différentes fonctions qu'on aura vues, c'est-à-dire la chimie, la mécanique avec l'interaction gravitationnelle et les mouvements, et puis, non, je ne pense pas qu'on fera les modes. Alors, en situation standard, je ferai peut-être ça. Mais je vous en reparlerai que la semaine prochaine, parce que je vais être sûr quand même que au niveau du temps, ça se passe. Vous avez, enfin, je suppose que vous suivez un peu les informations, et vous savez que tout doucement, la courbe remonte, la courbe de personnes qui sont infectées remonte. Et donc, il y a peut-être un moment où on sera obligé de reconfiner ou reconfiner partiellement. Enfin bon. Donc, je veux être prudent et garder ce système normal quand on sera sûr d'être tout le temps en classe entière sur tous ces problèmes-là. Vous avez des remarques quand vous avez expliqué Alors, monsieur Macron. Ouais, alors. Donc, sur l'idée, voilà. Ce qui fait qu'on fera les contrôles, un contrôle, mais pas la fiche de révision comme on a fait. J'attends un petit peu. Au moins sur ce premier contrôle. Pourquoi il me fait un truc bizarre là? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Voilà. Bon. Alors, ces choses-là étant faites et dites, on va continuer le cours sur l'interaction gravitationnelle. On a commencé à voir la formule, on a fait les applications. Est-ce qu'on avait complètement fini la correction des exercices ou pas encore? Non. Pas des exercices, de l'exercice. Interaction gravitationnelle exercée par la Terre, par le Soleil sur la Terre, etc. Non, on n'avait pas corrigé. On avait pu bien corriger au moins la première, non? Même pas la première question? Bon, alors.
Oui. Bon, alors, on va tout corriger. Donc, je vous rappelle qu'on est dans l'exercice 2 de la planche que j'ai distribuée. Première application, calculer la force exercée par le Soleil sur la Terre. Je vais vous le dire oralement, ça m'évitera de l'écrire. Le Soleil, je vais le symboliser tout simplement par un S, et la Terre, je vais le symboliser par un T. Ce qui fait que la relation que je vais appliquer, au lieu de F sur A sur B, je vais mettre la force exercée par le Soleil sur la Terre. Et je vous rappelle ce sur quoi j'ai insisté mardi, on parle de calcul de valeur numérique. Donc, il n'y a pas de vecteur. Donc, ça me donne G fois masse du Soleil, masse de la Terre, sur la distance Soleil-Terre au carré. Après, il suffit d'utiliser les valeurs numériques. Le G, je vous l'ai dit, sans se préoccuper des unités, ce qui est important, c'est la valeur, le 6,67 10 puissance moins 11. Les masses, je vous demande de les mettre en kilogrammes, mais ça, sauf cas vraiment très particulier, elles seront toujours données en kilogrammes. 2 10 puissance 30 kg pour le Soleil, 6 10 puissance 24 kg pour la Terre. Et par contre, vous rappelez les deux choses qui posent problème. Une distance Soleil-Terre qui vous est donnée en kilomètres et que je veux avoir en mètres. Donc, 150 millions de kilomètres, donc 150 10 puissance 6, que je multiplie ensuite par 1000. Chut, soyez attentifs. Que je multiplie par 1000 pour passer en mètres. 150 millions de kilomètres, 150 milliards de mètres. Et surtout, ne pas oublier aussi le carré sur votre calculatrice. À l'arrivée, vous devez avoir quelque chose qui est de l'ordre de 3,5 10 puissance 22 newtons. Je vous demande de bien y faire attention. Ceux qui n'ont pas trouvé cette valeur-là, de bien reprendre votre calculatrice pour réessayer les calculs. Vous avez pu le voir. Avec la calculatrice, c'est pas si simple que ça. Oui. Oui, c'est bon, c'est simplement une question d'approximation et je me souvenais plus exactement du résultat. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en fait, ça fait 3,55 et quelque chose. Oui. Donc vous avez raison. Oui, voilà, donc c'est effectivement 3,6 plutôt. Ah. Voilà, donc je vais l'approximer avec 3,6. Pour pas m'embêter, je mets un chiffre après la virgule. Si vous mettez 3,56, il n'y a aucun problème, c'est très bien. 55, ça marche aussi. Je vous ai dit, je ne vais pas vous embêter sur les approximations cette année. Donc, voilà. Deuxième question, finalement, c'est la même relation. En plus de faire, comment dirais-je, l'application de la formule, ce qui m'intéressait aussi, c'est que vous ayez quelques idées de valeurs numériques. Et donc là, c'est la force exercée par la Terre sur un être humain qui est à sa surface. Et c'est un petit peu comme on avait vu pour les exercices, il faut faire attention aussi à la manière dont est posée la question. Là, ici, si je fais un petit dessin, j'ai la Terre, j'ai quelqu'un qui est posé dessus, sans idée d'échelle bien évidemment, et je veux la distance entre le centre de la Terre et le centre de cette personne. Voilà, où je mettrai H pour un être humain. Et l'idée ici, c'est que la distance entre le centre de la personne et la surface de la Terre, ben, en gros, je vous l'ai dit, le centre d'un être humain, c'est 1 ou 2 cm à l'intérieur du corps en fonction de votre géométrie particulière, mais ça fait à peu près 1 mètre à la surface. Et la distance entre le centre de la Terre et la surface de la Terre, ben, c'est le rayon de la Terre, tout simplement, par définition. Et donc la distance de 1 mètre ici, c'est tout à fait négligeable, puisque le rayon de la Terre, c'est 6 370 000 km. Donc du coup, la distance, c'est le rayon. Ce qui fait que ma formule, la force appliquée par la Terre sur un être humain, c'est G fois masse de la Terre, masse de l'être humain,
sur la distance entre le centre de la Terre et l'être humain, c'est-à-dire le rayon de la Terre, et bien sûr au carré. Quand je fais l'application numérique, j'ai toujours le 6,67 10 puissance moins 11, le 6 10 puissance 24 pour la Terre, 50 pour l'être humain, et un rayon qui est de 6370 km. Donc toujours pareil, bien penser à le mettre en mètres. Et le tout au carré, qui, si je ne m'embête pas trop avec les détails, doit vous donner quelque chose qui est de l'ordre de 493 newtons. 493, quelque chose. Mais je n'écris pas les chiffres après la virgule. Avez-vous des questions sur cette partie-là? Troisième question, toujours la même relation, mais la force exercée par vous sur votre voisin ou l'inverse. La force exercée par deux êtres humains, c'est pareil d'à peu près 1 mètre l'un de l'autre. Oui? Qu'est-ce que vous voyez pas? Le résultat final? Je mets là. Donc on a un résultat final qui vaut 493 newtons. Alors, toujours la même relation, puisque je calcule la force. Les deux êtres humains, je vais les appeler H et H'. Donc, la force exercée par vous sur votre voisin, c'est donc G fois masse de la première personne fois masse de la deuxième personne sur la distance entre les deux personnes. Je remplace par les valeurs numériques avec toujours le 6,67 10 puissance moins 11, une première personne à 50 kg, le deuxième personne à 50 kg. Attention ici, très exceptionnellement, je vous donne la distance directement en mètres, donc il n'y a pas de conversion à faire, pour un résultat final qui est de l'ordre de 1,67 10 puissance moins 7 newtons. Et juste pour que les choses soient bien claires, et bien sûr, ce n'est pas du tout une obligation de le faire, je le mets avec les zéros. Ouais, 1,67 10 puissance moins 7 newtons, c'est ça. Ça, c'est la force que vous exercez sur votre voisin voisine à peu de choses près. Ça, c'est la force qui est exercée vers le bas. Donc, quelque part, sans trop rentrer dans les détails, mais si je prends l'un quelconque d'entre vous, que je vais représenter tout simplement par un rectangle, il y a la force ici qui est exercée par la Terre sur l'être humain, avec 493 newtons. Et puis vous êtes attiré par votre voisin, avec 1,67 10 moins 7 newtons. Et l'idée, c'est que ce chiffre-là est tellement petit par rapport à ce chiffre-là, que la force qui s'exerce sur les côtés, elle s'exerce, mais elle n'a pas d'effet concret. Elle existe bien, mais elle ne sert pas. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non, ça c'est bon pour tout le monde? Donc les deux dernières questions, c'est les questions complémentaires pour les deux autres formes de la formule. Je vais passer cette partie-là. Alors, je vous parle dans la question 4 de comètes, et je vous parle dans la question 5 d'astéroïdes. Qu'est-ce que c'est qu'une comète? Oui, j'ai entendu quelque chose? Voilà. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce caillou pour qu'on l'appelle comète?
Parce que tous les cailloux qui sont dans le système solaire, j'espère qu'on est bien d'accord, on ne les appelle pas des comètes. Pas si, alors, qu'elle se déplace où? Ouais. Alors en fait, ce qu'on va appeler une comète, c'est un caillou plus ou moins gros. Et alors, quand on parle de caillou, qu'on s'entende bien, hein, un caillou, donc pour moi c'est un bloc, et en général, il est essentiellement composé de glace. Donc le terme caillou n'est pas le même que celui qu'on pourrait utiliser ici. Donc c'est un espèce de gros caillou qui peut être gros de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, et il tourne autour de la Terre. Et ce qui fait qu'on l'appelle comète, c'est qu'il tourne autour de la Terre il tourne autour du Soleil une fois, et on ne le voit plus pendant un certain temps. Puis ensuite, il revient, et il repart, et il s'arrête. Vous avez des comètes particulières, je pense par exemple à la comète découverte par M. Halley, qui est une comète qui revient tous les 78 ans. Donc pendant ces 78 ans, elle met 4-5 ans à faire le tour du Soleil. Ensuite, on ne la voit plus pendant un peu plus de 70 ans, puis elle revient. Donc c'est ça qui fait que c'est une comète. Astéroïde. Les astéroïdes, c'est pareil, c'est des gros blocs de cailloux, mais qui, eux, tournent autour du Soleil en restant en permanence, en gros, entre Mars et Jupiter. Alors, oui. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, de temps en temps, comme il y a énormément de cailloux, vous avez des chocs entre les cailloux, et donc vous avez parfois un caillou qui sort de sa trajectoire. Et là, c'est problématique parce que s'il sort de sa trajectoire, il peut très bien venir couper la nôtre de trajectoire. Alors quand il passe à côté, c'est pas bien grave. Quand il rentre sur la Terre, ça devient un peu plus. Et qu'est-ce que c'est qu'une étoile filante? Vous connaissez le terme? Oui. Alors, en fait, le mot étoile filante n'a strictement rien à voir avec étoile. C'est vraiment tout à fait autre chose. Pourquoi on les appelait étoiles filantes? C'est parce que effectivement, c'est quelque chose qui devient lumineux et qui bouge très vite et effectivement qui finit par s'éteindre. Mais ça n'a rien à voir avec ce que maintenant on appelle étoile. Oui. Voilà. L'étoile filante, c'est un petit morceau de caillou qui rentre dans notre atmosphère. Ce caillou peut très bien provenir d'une comète, peut très bien être un astéroïde, etc. Mais voilà, ça rentre dans l'atmosphère terrestre, et comme ça passe du vide à l'atmosphère terrestre, quand il passe, il chauffe beaucoup. Et c'est ça qui le rend lumineux. La plupart des étoiles filantes, vous les voyez, et puis au bout d'un moment, elles s'arrêtent. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça chauffe beaucoup, l'étoile filante fond. Elle passe à l'état liquide et à l'état gazeux. Et donc, quand elle est passée à l'état liquide et à l'état gazeux, du coup, elle produit plus de lumière et on la voit plus. Et dans ces étoiles filantes, il y en a deux sortes. Vous avez celles qui brûlent complètement dans l'atmosphère. Enfin, brûler, c'est pas le bon terme. Celles qui fondent complètement dans l'atmosphère. Et puis, de temps en temps, vous en avez une qui arrive jusqu'au sol parce qu'au départ, elle est suffisamment grosse pour que même si elle perd un petit peu de masse en fondant, elle arrive quand même jusqu'au sol. Vous avez tous les 2 ou 3 ans, un pauvre type qui n'a pas de bol, qui se retrouve avec un bout d'étoile filante qui lui a transpercé le toit, transpercé la voiture. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, je vous dis, 1 ou 2 tous les 2 ou 3 ans sur la Terre. Donc ça fait pas beaucoup, mais à chaque fois c'est spectaculaire. Vous sortez de chez vous, vous avez votre voiture qui est complètement pliée en deux. Mais vraiment pliée en deux. Et vous savez pas pourquoi. Et on trouve un petit bout de caillou dedans, mais vraiment pas grand-chose. En général, c'est quelque chose qui fait de l'ordre du centimètre. Et quand il est rentré, ça a replié la voiture. Donc voilà. Alors, bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec à notre exercice. Donc là, ici, il faut bien lire l'énoncé. Je vous demande de calculer la valeur de la masse de quelque chose. Donc la forme qui m'intéresse, c'est masse égale. Toujours pareil, je vais mettre un C pour comète, et puis je vais garder un T pour un S pour le Soleil. Donc, j'applique la relation. Masse de la comète égale. Et donc, deuxième forme, force exercée par le Soleil sur la comète
que multiplie la distance Soleil-comète au carré, que divise G fois la masse du Soleil. Après, finalement, c'est comme les autres, j'ai ma formule, je remplace par les valeurs numériques, et j'ai donc une force qui vaut 5 10 puissance 5 ou 6 6. 5 10 puissance 6 newtons, que multiplie, donc je vous mets 1,2 million de kilomètres. Toujours pareil, c'est pour vous rappeler que millions et milliards, c'est des chiffres qu'il faut savoir. Donc 1,2 million, c'est 10 puissance 6. Attention, 1,2 million de kilomètres, donc pareil, il faut penser à les mettre en mètres. Je mets le tout au carré, sur 6,67 10 puissance moins 11 fois 2 10 puissance 30. Et on trouve... Tiens, je ne l'ai pas écrit. 6, 9, 18, 24, 24, 35, 10 puissance 5. Bon, non, faites-le avec la calculatrice. On doit trouver quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance 5. Alors, faites attention, c'est peut-être parce que vous avez oublié de mettre les parenthèses ici. Sur votre calculatrice. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Faites attention au niveau du quotient. Faites plutôt une division. Mais pensez bien à mettre les parenthèses. Oui? Ici? 10 puissance 30. Oh, c'est ça, 9, 18, 18 et 6, 24, 24 et 11, 35, 35 moins 30, ça fait 5. 5, ça se simplifie, ça se simplifie. Ouais, on doit être de l'ordre de 10 puissance 5. Quelque chose genre 100 000 tonnes, mais avec un chiffre devant. Combien? Ah. Quoi? Pas d'erreur dans votre calcul. Vous trouvez combien, monsieur? Moi, je trouve... bon, je refais mon calcul. 10 puissance 6 et 10 puissance 9. Au carré 18. 18 et 6, ça fait 20. 18 et 6, ça fait... Oui, ça fait 20. 24 et 11, ça fait 35. 35 moins 30. Oui, non, si, ça fait... Non, je me suis trompé, c'est 0, quelque chose, 10 puissance 5. Mais 189, ça me... Mais je vois pas d'erreur dans ce que vous avez écrit. Non, non, mais la fraction, c'est pas que vous avez les parenthèses, donc il n'y a aucun problème. Non, mais je suis pas ça, c'est un 5, 7 et puis un 2. Bah alors? Bon, en gros, 54 000 kilos. Dernière question, un petit peu plus compliquée puisqu'il s'agit d'un calcul de distance et vous vous rappelez au niveau de la troisième forme de la formule, il ne faut pas oublier la racine carrée.
Donc j'applique la relation. Donc un astéroïde. Donc ça me fait la distance Terre-astéroïde qui est égale à racine carrée de G fois masse de la Terre, masse de l'astéroïde, sur la force exercée par la Terre sur l'astéroïde, le tout en racine. Ce qui me fait une distance. Soyez attentifs. Ce qui me fait une distance qui est égale à racine carrée de 6,67 10 puissance moins 11 fois 6 10 puissance 24 fois l'astéroïde, j'ai mis 1000 kg, c'est ça, sur la force exercée dont je vous dis qu'elle vaut 200 000 newtons. Et attention sur vos calculatrices, de bien mettre des parenthèses au début et à la fin de la racine carrée. Donc ça fait 1000, il reste 200, 113, ça fait 10 puissance 11, 606, 10 180. Pareil, on doit être en 10 puissance 5 quelque chose. Il y a un peu plus que ça même. Racine de 180. Donc non, on doit être en 6 et les poussières. Oui? Ouais, ça me va bien. 1,4 10 puissance 6 mètres. Et attention, comment est-ce que je sais que la distance doit être en mètres, enfin que la distance est en mètres ou pas en kilomètres? Ici avec mon calcul. Monsieur Glo, j'aimerais avoir votre attention. Comment je sais que ma distance est exprimée en mètres et pas en kilomètres? Ouais, mais avant que je le mette. Ben voilà, parce que je vous demande dans mes formules de mettre la distance en mètres. Donc quand je calcule une distance, eh bien elle est en mètres. Parce qu'à chaque fois, je vous dis de la mettre en mètres. Donc comme dans ma définition de la formule, la distance est en mètres, quand je fais un calcul de distance, le résultat est en mètres. Voilà. J'insiste sur un point parce qu'il est important, même si, comment dirais-je, c'est un peu compliqué au niveau de la calculatrice, ça reste un exercice d'application immédiate des formules. Donc il y aura aussi les autres formes d'exercice. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? C'est bon? Avant de passer à d'autres types d'exercices, donc un petit peu plus compliqués au niveau de leur énoncé, on va revenir sur les formules. Je voudrais vous montrer quelque chose. Et ça nous permettra, comme je vous l'avais dit mardi, finalement de revenir un petit peu sur le dessin du vecteur force. On a fait les applications, mais on n'a pas réutilisé cette formule vectorielle. Zut, j'ai peut-être passé un peu trop vite. Non, c'est bon, tout le monde avait pris la correction? Alors, je vous rappelle l'idée de la définition. J'avais deux corps A et B. Normalement, ils sont censés être sphériques. Sur le fond, je vous ai dit, ça ne change rien. Mais tant qu'à faire, je vais garder la bonne idée. Un corps A, un corps B. Je ne me préoccupe pas de savoir lequel est le plus grand que l'autre. Au niveau de la formule, ça ne change rien. Ça, c'est ce que j'ai appelé la distance AB. Et on a vu la force exercée par le corps A sur le corps B. Et là, je parle de force, donc avec ma formule vectorielle. Et l'idée, ça va être de représenter cette force de manière à savoir ce qui se passe.
Donc, on a fait maintenant suffisamment d'applications pour que vous ayez bien en tête que, même si c'est un peu compliqué, ça, c'est un nombre. On a trouvé 1,67 10-7, ou on a trouvé 493 pour la force exercée par la Terre sur un être humain. Enfin bref, ici, on a un nombre. Donc, on a quelque chose qui est du type moins x fois UAB, où x représente la valeur numérique que j'ai obtenue. Et quand j'écris ceci, j'espère que vous vous souvenez, ça veut dire que le vecteur force et mon vecteur unitaire qui est ici, c'est deux vecteurs qui sont proportionnels. Avec un coefficient de proportion qui vaut, je ne sais pas, si je prends l'application tout à l'heure, moins 493. Quand j'ai deux vecteurs qui sont proportionnels, qu'est-ce que je peux en déduire pour mes flèches? Oui? Ouais. Et être collinéaire, en mots plus simples, ça veut dire quoi? Oui? Ouais, c'est-à-dire qu'elles ont la même direction. Et au niveau du sens? Alors, voilà. Après, ça va dépendre du coefficient. Quand j'ai deux vecteurs qui sont proportionnels avec un coefficient qui est positif, les deux vecteurs ont la même direction et le même sens. Mais quand il y a un moins, et donc que mon coefficient est négatif, ça veut dire que les deux vecteurs ont bien la même direction, mais ils sont de sens opposé. Ça veut dire ici que mon vecteur force et mon vecteur UAB ont même direction et sens opposé. Oui. Alors, bien sûr que c'est pas grave. Mais par contre, ça va être important pour l'effet. Je représente ce vecteur force là-dedans. Je ne sais pas comment il est. Donc, je vais le déterminer. Il y en a un, par contre, que je connais bien. C'est lui. Parce que ça, je vous l'ai fait écrire. Le vecteur UAB, c'est le vecteur unitaire. Donc, il vaut 1 dans les calculs, je ne m'en sers pas. Dirigé de A vers B. Donc, mon vecteur unitaire, c'est clair, c'est celui-là. Vecteur dirigé de A vers B. Avec une longueur qui est égale à 1. La longueur ici, quelque part, j'ai dessiné un petit peu au hasard, c'est pas bien grave. Disons que ça fait 1 décimètre. J'espère que vous vous souvenez aussi qu'une fois qu'on a dessiné mon vecteur, je peux le dessiner où je veux. À partir du moment où c'est la même direction, le même sens et la même longueur, c'est le même vecteur. Donc mon vecteur UAB, je l'ai fait partir de A, mais mon vecteur UAB, je peux le dessiner ici aussi. J'ai le droit. Oui. Ah si. Parce que si mon vecteur n'a pas la même longueur, je ne peux pas dire qu'il est égal. Alors moi, ce que je veux, c'est avoir le vecteur UAB placé sur mon objet B. Pourquoi je veux le placer sur mon objet B? Parce que la force qui est ici, c'est la force exercée par A sur B. Donc la flèche, je vais la faire sur B, puisque la force s'exerce sur B. Et comme je veux dessiner la flèche sur B, il faut bien que je dessine le vecteur UAB sur B aussi. Et si je veux que ça, ce soit le vecteur UAB, il faut qu'il ait exactement les mêmes caractéristiques que lui. Si je le fais un peu plus long, je me trompe. C'est plus UAB. C'est un peu plus grand que UAB. Donc dans mon dessin, que lui aient la même longueur, c'est important. Et c'est en plus, c'est important aussi parce que ça me définit ce que c'est que le 1. Donc après le reste, je vais le dessiner avec une échelle. Même si, je vous l'ai dit, dans ce type d'exercice, je me moque de l'échelle. Ce qui est important, voilà, ça c'est 1, et puis le reste, après, je vais dessiner comme je peux. Est-ce que sur cette partie UAB, maintenant, c'est bien clair pour tout le monde? J'ai pas entendu la question. Qu'est-ce qui vous gêne? Est-ce que ce vecteur-là, on est bien d'accord? Par définition, c'est le vecteur dirigé de A vers B, et avec une longueur égale à 1, puisque je parle de vecteur unitaire. Donc sur cette partie-là, on est d'accord. Après, vous avez une propriété en maths qui vous dit qu'une fois que vous avez dessiné votre vecteur, vous pouvez le dessiner partout. À partir du moment où vous gardez la même direction, le même sens et la même longueur, c'est le même vecteur. C'est-à-dire que là, je peux le dessiner là, mais je peux le dessiner aussi ici. Je peux le dessiner, si je veux, ici. J'essaye qu'à chaque fois, ma direction soit bien toujours parallèle à ça.
et j'essaye que la longueur soit bien toujours égale à celle-là, etc. Donc, mon vecteur, je peux le dessiner à partir de là où je veux. Et je garderai les mêmes caractéristiques si je garde la même direction, le même sens, et puis la même longueur. Ça va maintenant, c'est clair? Oui. Alors, je répète pourquoi je m'amuse à le dessiner là, alors que je l'ai déjà dessiné là. Eh bien parce que je vais étudier cette force-là, la force exercée par A sur B. Donc je veux la dessiner sur B, et pour la dessiner sur B, il faut que mon vecteur unitaire soit sur B aussi. Ensuite, j'applique ce qu'on vient de dire. Comme mes deux vecteurs sont proportionnels, ils ont la même direction. Donc mon vecteur force, il va être comme ça, sur cette direction que j'ai dessinée en vert. Mais comme j'ai un chiffre moins ici, les deux vecteurs force et unitaire ont même direction, mais sans s'opposer. Donc comme mon vecteur UAB, il est dirigé vers la droite, mon vecteur force, il est dirigé vers la gauche. Avec une longueur que je dessine tout à fait au hasard, parce que je ne connais pas la valeur numérique. Et que si ça correspond à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur l'être humain, je ne peux pas dessiner 494 avec une échelle normale. Donc, je mets ma longueur du vecteur force sans me préoccuper. Je dis simplement, comme c'est supérieur à 1, il faut que ce soit plus grand. C'est tout. C'est un téléphone? Oui. Donc, soit vous me le rangez, et je ne veux plus le voir du tout. Soit je le revois, et du coup, c'est vous qui ne le voyez plus. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et parmi mes questions, c'est est-ce que vous saurez refaire? J'essaye une deuxième fois. Je vais changer les choses. C'est-à-dire que là, j'ai vu la force exercée par A sur B. Et je vois que ma force s'exerce dans cette direction et dans ce sens. Je vais regarder maintenant l'inverse. Je vais regarder la force exercée par B sur A. Puisque vous vous souvenez, l'interaction gravitationnelle, c'est quelque chose qui se fait sur tous les objets, mais par tous les objets. Donc B aussi exerce une interaction gravitationnelle sur A. Et pour trouver la formule de ça, j'applique cette formule-là. Et puis c'est tout simplement, je remplace A par B, et puis B par A. Donc, cette force, c'est moins G. Ensuite, G fois MA. Donc ici, fois MB. Puis, fois MA. Et puis aussi, au lieu d'avoir la distance de A à B, j'ai la distance de B à A. Et au lieu d'avoir le vecteur unitaire UAB, j'ai le vecteur unitaire UBA. Donc quand je regarde la force exercée par B sur A, j'inverse A et B. Et j'obtiens ceci. Je vous trouve un petit peu trop agité. Monsieur Edouard, Monsieur Glo et Monsieur Wade. Monsieur Wade, je vous trouve un peu agité d'une manière globale. Et donc, j'aimerais que vous soyez plus... Chut, Monsieur Wade. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir fait ça? En fait, pas grand-chose, et beaucoup en même temps. Oui. Et voilà. Ce qui va changer, c'est pas la valeur numérique. Parce que ma valeur numérique, si je l'écris, la force exercée par B sur A, j'enlève le moins, j'enlève le UAB, il me reste G fois MB, MA, sur la distance entre B et A au carré. Voilà ma valeur numérique. Monsieur Bailly, soyez attentif s'il vous plaît. Finalement, cette valeur numérique, elle n'a pas changé par rapport à l'autre. Pourquoi elle n'a pas changé? Parce que je fasse MA fois MB, ou que je fasse MB fois MA, de toute manière, j'ai le même résultat. Que j'écrive 2 fois 3 ou 3 fois 2, pareil, ça fait 6. De la même manière, mon dénominateur, c'est la distance du centre de B au centre de A.
Mais la distance du centre de B au centre de A, c'est la même chose que la distance du centre de A au centre de B. Donc en termes de valeur numérique, j'ai rien changé. La force exercée par B sur A, c'est la force exercée par A sur B de la même manière. Mais par contre, en termes de signification, ça a beaucoup changé. Si je représente cette deuxième force, c'est la force exercée par B sur A. Monsieur Glo et puis Monsieur Edouard, ça commence à être pénible tous les deux là. Donc vous me sortez votre carnet de correspondance, tous les deux. Et je vous demande d'être attentif. Cette force exercée par B sur A, déjà, elle s'exerce sur A. Donc première chose qui va changer de manière importante, c'est que mon vecteur, il va partir de là. Ensuite, mon vecteur unitaire, c'est UBA. C'est le vecteur unitaire dirigé de B vers A. Donc mon vecteur unitaire, il est dirigé de B vers A. C'est la même longueur que l'autre, puisque tous les deux, c'est des vecteurs qui valent 1. Mais c'est pas la même direction, enfin, c'est pas le même sens. Lui, il est dirigé de B vers A, alors que l'autre était dirigé de A vers B. Pour la même raison que tout à l'heure, ce vecteur unitaire que j'ai dessiné sur B, parce que c'était logique de le dessiner là, je peux le dessiner exactement de la même manière ici. À partir du moment où je garde le même sens, la même direction et la même longueur, c'est pareil. Et avec l'idée de tout à l'heure, j'ai deux vecteurs qui sont collinéaires, avec un coefficient négatif, même direction, mais sens opposé. Donc mon vecteur force, il va être comme le vecteur UBA, mais au lieu d'aller à gauche, il va aller à droite. Monsieur Beck-Clément et Monsieur Gomez, j'aimerais que vous soyez attentifs. Donc mon vecteur force, il est comme ceci. Je fais la même longueur que celui-là, mais il n'est pas dirigé de la même manière. Et quand je regarde mes deux vecteurs force, il faut que je reste là. La force exercée par A sur B et la force exercée par B sur A. Concrètement, il va se passer quoi si je laisse le temps continuer sur mes objets A et B? Ouais. Mais avant de se croiser. Voilà. Ici, je vois bien que mes deux vecteurs force sont dirigés l'un vers l'autre. Donc, ils vont se rapprocher. Et ensuite, au bout d'un certain temps, ils vont se croiser, donc ils vont se toucher. L'interaction gravitationnelle, c'est une force qui est systématiquement attractive. Elle va avoir toujours pour tendance de rapprocher les objets entre eux. C'est pour ça que quand je prends mon stylo et que je le lâche, ben si je le lâche, je vais dire une évidence, mais je ne le tiens plus. Et donc si je ne le tiens plus, la seule force qui reste, c'est ce qu'on a appelé le poids, c'est-à-dire l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet. Et donc cette interaction gravitationnelle, elle est dirigée vers le centre de la Terre. Et ça fait tomber mon objet. C'est pour ça que je vous parlais de la verticale, quand on a travaillé sur le poids, parce que la verticale, c'est justement la droite qui passe par le centre de l'objet et qui va vers le centre de la Terre, qui est la direction ici. Et donc, en parallèle avec ça, F exercé par la Terre sur l'objet, bien j'ai la force exercée par l'objet sur la Terre. Quand mon crayon descend, la Terre monte. Parce que le crayon, c'est cette force-là, et la Terre, c'est cette force-là. Pourquoi on ne le sent pas, à votre avis? Pourquoi quand je fais ça, la Terre, elle ne monte pas de manière visible? Vous voyez? Voilà. Ça, en gros, ça fait 100 grammes. Donc l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur cet objet, ça fait 1 newton. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux forces ont la même valeur numérique. Donc la force exercée par le crayon sur la Terre, elle existe. Et elle vaut 1 newton aussi. Avec 1 newton, je fais bouger mon crayon. Mais avec 1 newton, je ne fais pas bouger la Terre. On a vu l'application tout à l'heure. La masse de la Terre, c'est 6 10 puissance 24. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 puissance 24, ça cache les choses. Parce
que c'est une puissance de 10 et qu'on l'écrit facilement. Mais 10 puissance 24, ça veut dire 6 millions de milliards de kilogrammes. Et c'est pas avec un tout petit Newton que vous allez faire bouger ça. La force existe, mais on revient un petit peu à ce que je vous disais pour l'interaction gravitationnelle entre vous et votre voisin. La force existe, mais elle est complètement négligeable en termes de valeur numérique. Elle n'aura aucun effet mesurable. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Donc, on va tout mettre par écrit. Donc, vous notez propriété. On étudie la force exercée. On étudie la force exercée par B sur A. On étudie la force exercée par B sur A. Elle s'écrit. On étudie la force exercée par B sur A. Elle s'écrit. Donc, vous notez ce que j'ai mis au tableau. La première relation. Donc, elle s'écrit moins G, MB, MA sur DBA carré fois vecteur unitaire UBA. Cette partie-là. Moins G fois MB fois MA sur D de BA au carré fois le vecteur UBA. Sa valeur numérique vaut donc vous me notez la deuxième formule. Sa valeur numérique vaut et ensuite, vous me prenez le dessin. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez recopier ce dessin sur la partie qu'on avait déjà faite au tout début. Voilà. Ah, d'accord, merci. Oui. À partir d'où? Ah. Sa valeur est donnée. Sa valeur est donnée. Et vous mettez la deuxième formule. F de B sur A mais sans vecteur est égal à 2 fois M de MA sur DBA au carré. Ben alors, mademoiselle Rectifié, qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, mais que vous l'ayez pas fait exprès, je m'en doute bien. En tout cas, j'espère. Voilà. Et donc, réasseyez. Donc, je répète, hein, c'est le deuxième type d'exercice que je peux vous demander. Avec
que ce genre de questions. C'est-à-dire, représentez-moi la force exercée par, je ne sais pas moi, la Terre sur un être humain ou un truc comme ça. Vous voyez ? Donc, c'est toujours le même type de raisonnement. C'est bon? Allez, dépêchez-vous pour les derniers. Ah. Oui? Parce que c'est une histoire de valeur numérique. Et je vous rappelle, on avait vu que la valeur d'une force est toujours positive. Donc comme c'est toujours positif, je ne mets pas le moins. Parce que si je mets le moins, forcément, ça me donnera un résultat négatif. La première, c'est pour dessiner le vecteur. Et la deuxième, c'est pour calculer sa valeur. D'autres questions? Alors, on termine avec la propriété que je tire du dessin qui est ici. Donc, vous notez que l'effet de l'interaction gravitationnelle, propriété. Oui, c'est vrai, deuxième propriété. L'effet de l'interaction gravitationnelle, bon, c'est le même type que ce qu'on a vu en chapitre. Ça fait ça. Interaction et puis gravitationnelle. L'effet de l'interaction gravitationnelle est systématiquement attractif. L'effet de l'interaction gravitationnelle est systématiquement attractif. Ça va, c'est bon pour tout le monde? Alors, on passe à un exercice un peu plus compliqué. Je vous donne l'idée, et puis ensuite, on prend l'énoncé. Donc, il est sur la planche. Si j'envoie une fusée de la Terre vers la Lune, donc je suppose que vous avez déjà vu les fusées, c'est un système qui est relativement pointu, donc j'ai quelque chose qui a cette forme-là. Vous avez la Terre, vous avez la Lune, puis j'envoie ma fusée vers la Lune. Donc j'envoie sous cette forme-là, donc ma fusée, elle se balade en faisant ça. Autrement dit, le haut de la fusée... Vous demandez? Pardon? Et en quoi ça empêche de demander sans vous servir directement? Si j'envoie ma fusée comme ça, le haut de la fusée est en direction de la Lune et puis le bas de la fusée est en direction de la Terre. Qu'est-ce qui se passe si je vais sur la Lune comme ça? Qu'est-ce qu'elle va faire ma fusée sur la Lune? Ah ouais, elle va s'écraser. Hein. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour ne pas s'écraser? Oui? Ouais, il va falloir qu'elle fasse un demi-tour.
Il y a un moment où il va falloir qu'elle fasse un demi-tour pour qu'ensuite elle puisse continuer à avancer, mais que ce soit la balle de la fusée qui arrive sur la planète Lune. Sinon, je vais avoir un problème. Et ça, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'énergie parce qu'il faut prendre la fusée, il faut mettre des petits moteurs, puis il faut lui faire un demi-tour. On a pris l'habitude de le faire en un point particulier, qu'on appelle le point de la place. C'est un point très particulier, lui, c'est le point où l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre est exactement égale à l'interaction gravitationnelle exercée par la Lune. Autrement dit, ma fusée est autant attirée par la Terre que par la Lune. Et donc, comme elle est autant attirée dans un sens que dans l'autre, finalement, c'est comme s'il n'y avait aucune force qui s'exerçait. Les deux forces ont des effets qui se compensent. Et donc, en ce point particulier, c'est l'endroit où la fusée est soumise à la force la plus faible possible. Donc, du coup, c'est l'endroit où il est assez facile de lui faire un demi-tour. En fait, on met sur la fusée quelque chose qui ressemble vaguement à un pistolet à air comprimé. Pas très différent des pistolets à air comprimé que vous pouvez avoir dans le commerce. Donc vraiment quelque chose de très léger, et ça suffit pour faire demi-tour à quelque chose qui fait une 50aine de tonnes. Parce que c'est la seule force qui va s'exercer là-dessus. Et donc, l'objectif de l'exercice, ça va être de trouver l'endroit où j'ai ce point de la place. Et donc, c'est l'exercice 7 que vous avez sur la planche. Allez, vous me lisez cet exercice 7 et vous commencez à le préparer. Ouais, ça va être un peu juste quand même. C'est celui avec le dessin. Oui. Oui, excusez-moi, c'est l'expression, c'est aussi bien là que là. Il faut que vous dessiniez, voir le nom. On est bien d'accord que bon, vous êtes tous, surtout. Excusez-moi, c'est Et quand je vous dis de préparer, de commencer l'exercice 7, bien sûr c'est dur. Mais je vous ai pas vu, c'est l'endroit, c'est les exercices, c'est plus dur de cette année. Vous comprenez pas. Alors, on va faire tout précipiter, parce que c'est comme en contrôle. C'est la situation de la fin de la quand je dis situation, alors, qu'est-ce que je vous demande finalement dans la première question? Ouais, je vous demande d'appliquer la formule du cours. Sauf que c'est la formule exercée par la Terre sur un objet. Mais c'est la formule du cours, tout simplement. J'aimerais vous voir au travail. Vous savez, c'est pas ce que je vois, madame.
Oui, oui, non. Allez, remettez-moi donc ce masque en position normale. Enfin, position normale, peut-être. Et vous pensez très sérieusement que c'est un grand photo que vous avez gagné? C'est ce que vous dites tout à l'heure quand j'ai demandé ce qu'il fallait faire par rapport à la question. Quand je dis établir l'éducation. En mot plus simple, ça veut dire quoi? Vous n'arrivez pas à recopier la formule et utiliser. Alors, allez, écrivez-moi donc cette formule. On va bien me la rendre après. J'arrive. Voilà. Oui. Celle sur les valeurs. Celle où il n'y a pas les. Là, je vous dis en tout quoi. C'est la démonstration de. Donc, finalement, la force exercée, alors, il y a et après, derrière, comme je demande l'expression de la valeur de la valeur. Alors, là, ici, comme je demande l'expression de la valeur, on va travailler sur la valeur. Ça, c'est l'expression. C'est la valeur de pour moi, dans cette émission de alors, attention, pas moi. Le point Lagrange, je me suis trompé, c'est pas la place, c'est Lagrange. J'ai confondu les deux. C'est son fiche APL. Non, l'objectif de tous les cas, c'est trouver sa valeur. Bon, vous l'avez lu dans l'énoncé. Je me suis trompé, hein, c'est pas Laplace, c'est Lagrange. Chut. Monsieur Bourgeon et ses voisins. C'est-à-dire que la valeur de la masse, comme je n'ai pas de données, avec, si vous voulez, vous pouvez écrire L2. Ah, je ne vais pas la trouver en fait. On va voir que cette force va être. Enfin, le point de Lagrange est indépendant de quelque chose. Donc, le résultat de mon calcul va être indépendant de la masse. Donc, c'est pour ça que je ne donne pas la valeur de la masse. Attention, je n'ai pas calculé une force. Là, on est dans un calcul théorique. Donc,
ça, vous allez voir la question d'après. À la place de F. Pareil. Non. R. Ah, d'accord, je comprends. Vous êtes en train de faire les valeurs numériques. Moi, voilà. Non, non, c'est pas rien. Juste avec les lettres. Pas de chiffres. Ça fait G, masse de la Terre, masse de l'objet, sur distance par objet, ça arrive. Je vais mettre non, je vais mettre Terre pour faire passer pour Terre et autres pour non, non. Et vous connaissez la forme de la formule, je reste un peu simple. Voilà. Donc, le est égal à F de B à sur 2 dans les maths. Alors ben justement, vous avez dit quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec son cours actuel. Hein, et donc l'attraction gravitationnelle, c'est uniquement pour les calculs. Voilà. Et attention quand on dit ça, il y a partie où, mais comment Oups. Alors, première question, établir l'expression. Il faut vraiment que vous preniez l'habitude. Établir l'expression, ça veut dire en gros écrire la formule. Donc la première question, n'allez pas faire des choses compliquées. J'ai appelé T pour la Terre et O pour l'objet. La force exercée par la Terre sur l'objet, en valeur numérique, donc sans les vecteurs, ça me fait G, masse de la Terre, masse de l'objet, sur la distance Terre-objet au carré. Et voilà. Donc n'allez pas chercher quelque chose de compliqué. Deuxième question, représenter cette force. La représenter, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avec le vecteur, c'est-à-dire que ici j'ai la Terre, ici j'ai la Lune. Attention, mon objet il est là. Donc la force exercée par la Terre sur l'objet, elle s'exerce sur l'objet, et je vais un peu rapidement parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la force est exercée de manière à ce que l'objet revienne sur Terre. Oui. Pardon? Oui. Alors, l'objet, normalement, l'idée, c'est de le placer au point de Lagrange. Donc, il est au point L, et le point L, je vous l'ai mis sur le schéma. Oui. Le petit trait avec la lettre L dessus, tout simplement. Oui. Ouais. Ça va s'élever. C'est ça. Bon, allez, on continuera ça la semaine prochaine. Je vais finir, enfin, en tout cas, j'espère que la vidéoconférence, ça va marcher. Ah bah, évidemment, je vais pas remplir. Allez, on va faire.
Alors, où est-ce qu'on est? On est vendredi. Au revoir. Oui, non, c'est pas ça ce que vous cherchez. Ah, voilà, c'est ça. Oh. Allez, c'est bon. Au revoir. Tu sais qu'il nous laisse. Au revoir. Monsieur Loire. Votre sac. Au revoir. Au revoir. Les poireaux que j'ai mangés, Au revoir. Au revoir. Mademoiselle Tiquier. J'aimerais surtout vous voir avec un meilleur vocabulaire. Au revoir. Au revoir.